Cahier des charges de la compagne idéale par Éric Vincent. Pourquoi? Et pourquoi? Oui, d'abord, pourquoi établir un cahier des charges de la compagne idéale? Simple. Après 2 mariages achevés dans le bain sanguinolent du divorce, une cohabitation à durée déterminée abrégée à l'amiable, des amourettes de jeunesse, des passages pas vraiment à niveau, des histoires à sens unique, des aventures sans avenir, des rêves perdus par le choc des mots, le poids des fautes. Oh! J'ai accumulé assez de détails déterminants pour établir le portrait robot de la dulcinée rêvée. Ensuite, pourquoi un deuxième pourquoi? Parce que. Mais enfin, je vous en pose des questions, moi, hein? Bon, le deuxième questionnement qui vous préoccupe, c'est pourquoi diable a-t-il écrit cahier des charges au lieu de cahier des charges? Cahier des charges en un seul mot comme une décharge publique. L'érudit que vous connaissez aurait-il perdu ses notions d'orthographe, de grammaire? Aurait-il cédé aux sirènes des réformateurs, ses suppôts des barbarismes? Du tout. Une rumeur d'un tel acabit ne serait qu'une billevesée. Entendez-le bien. J'ai écrit décharge en un seul mot au lieu de décharge en 2 mots pour exprimer la forme que risque prendre ce présent écrit. Une poubelle à défaut, une fausse attard, travers et autres tics agaçants. Ben quoi? À 45 ans, je sais ce que je ne veux plus voir chez une femme. C'est mon côté sage, expérimenté qui cause. Bon, cela ne signifie pas pour autant que je sais ce que je désire trouver chez l'autre sexe. Le terme décharge trahit aussi une éventuelle, qui a dit certaine, proportion à décharger mon fiel sur la jante féminine croisée dans ma vie, que ce fût dans mon lit, dans mon quotidien professionnel, amical, relationnel, anonyme, dans la rue, les magasins, en vacances, voire même télévisuel. Ah oui, je ne vais pas me priver de stigmatiser les déviances engendrées par les progrès de notre civilisation. À la manière des avocats trop fainéants pour étudier leur Dalloz, je vous servirai sans tergiverser du «c'est la faute de la société» à tout bout de champ. C'est bon? J'ai répondu aux questions concernant le titre? Parfait. Le préambule, c'est bâché. On passe au menu copieux. Plan du cahier des charges. Le cahier des charges va s'articuler comme suit. Un historique de la condition féminine sur un siècle, année après année. Non, je déconne. Un immense inventaire à la Prévert, un pêle-mêle avec les défauts rédhibitoires, que les centaines de millions de femmes dont je ne parlerai pas me pardonnent et qu'elles se reconnaissent humblement dans mes descriptions. Les qualités indispensables, j'aborderai alors la théorie de l'existence des anges, les seuls êtres susceptibles de concentrer quelques-unes de ces qualités que je juge incontournables. La santé mentale, oui, oui, c'est important, il ne faut pas négliger cet aspect, on peut avoir de mauvaises surprises. La mentalité, le caractère, le comportement, la culture, le métier, les croyances, l'origine, l'aspect physique et tout ce qui me passera sur la tête, le principe d'un cahier des charges étant qu'il n'est pas restrictif et peut comporter des avenants ultérieurs. Un avenant dans un couple, ça s'appelle un reproche. Je terminerai ensuite ce plan du cahier des charges par une proposition avec un contrat en bonne et due forme. En gros, vous aurez reconnu une introduction, un développement et une conclusion que tout bon élève se doit de farcir sa rédaction de français. Abordons les rares acronymes en vigueur dans tout cahier des charges qui se respecte. Il y en a, je ne déroge pas à la règle. En voici la liste. La lettre D suivie d'un chiffre. Il s'agit d'une demande. Elle est ardemment conseillée pour remporter le marché. La lettre E suivie d'un chiffre. Il s'agit d'une exigence. Elle est obligatoire pour gagner le gros lot. Moi. La lettre S suivie d'un chiffre. Il s'agit d'une suggestion. Elle apporte des points bonus pour départager les candidates. Bah oui, je ne monte pas à un harem. La lettre M suivie d'un chiffre. Maladresse. Elle est impardonnable et coûte des points bonus. J'en trufferai le cahier des charges. Enfin, la lettre R suivie d'un chiffre. Ça veut dire rédhibitoire ou refusé. Il est éliminatoire. Fastoche à piger, non? J'adopterai aussi une convention d'écriture en m'adressant aux lectrices, puisque ce cahier des charges s'adresse à celles qui viennent de Vénus et non à ceux qui viennent de Mars.
Tant pis pour les lecteurs qui découvriront ce document technique. L'historique à ma sauce. Allez hop, sans transition, parce que je m'en contrefiche des effets de style pour plaire aux éditeurs, j'attaque dans le vif du sujet, si je puis dire. Oui, je peux. Brossons un rapide portrait des ambitions féminines en termes d'hommes, disons au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Rappel, l'année 1900 appartient au XIXe siècle. On ne me piège pas facilement, hein. Donc, nous commencerons par en 1901. La version basique de la femme, 99% de la population à l'époque. Cette femme-là cherche un homme doté d'un toit, d'un métier et d'un salaire. En échange, elle lui donnera une douzaine, voire une vingtaine d'enfants dont elle s'occupera à 100% et se tapera l'intégralité des corvées ménagères dans une maison campagnarde, crasseuse, sans confort, éclairée à la bougie, sans eau courante, tout en vaquant aux champs pour nourrir la marmaille et le mâle dominant. La version atypique de la femme de 1901, 1% de la population en toute logique. Eh bien, la future mère de familles nombreuses se voit présenter différents godelureaux par son paternel. L'objectif de l'ancêtre est que sa fille épouse un titre aristocratique sur pattes, baron, comte, marquis, avec le pognon qui va avec. Si la donzelle n'est pas très gironde, elle héritera du premier boutonneux bardé de biens qui passera à portée de carrosse. Quoi qu'il arrive, elle échappera aux tâches dans le manoir grâce à une armada de domestiques. Par contre, elle ne coupera pas aux séances de jambes en l'air, ni au cocufiage si elle ne met pas de cœur à l'ouvrage. En résumé, les filles, ce n'était pas franchement la rigolade comme vie, hein. Briquer, nettoyer, cuisiner, torcher des mômes toute une existence, border Pépère tous les soirs, lui apporter son petit journal, ses pantoufles, et attendre qu'il ait fini sa petite affaire le soir pour dormir du sommeil du juste. Bonjour la joie. Les femmes en 2011. La version basique. Il s'agit de 1% de la population et non plus 99% de la population. La femme basique cherche un gendarme, un militaire, un fonctionnaire, avec un revenu assuré à vie, y compris en cas de décès malencontreux. Quand même assez fréquent chez les flics et les militaires, convenons-en. Elle lui donnera 1 ou 2 enfants, 3 dans le meilleur des cas. Statistiquement, l'un de ses enfants sera chômeur à vie, cas social, sujet à troubles de la personnalité. Se prendre pour un patron ou un caïd fait partie des troubles de la personnalité. La dame sera logée dans un F2 hors de prix avec sa marmaille, mais elle aura tout le confort moderne, contrairement à son homologue de 1901. Elle aimera son militaire, surtout lorsqu'il sera en déplacement, afin de sauter sans retenue sur le chibre de son amant. Une maigre compensation à sa condition de soumise. La version atypique de la femme de 2011. 1% de la population. En un siècle, rien n'a changé pour les filles estampillées d'une particule. Elles ont le droit de choisir leur homme, mais la nécessité qu'il appartienne à leur milieu est toujours impérieuse. Enfin, rien n'a changé, j'exagère un poil quand même. Avant, c'était carrosse en chêne ou carrosse en frêne. Maintenant, c'est Rolls-Royce ou Jaguar ou Porsche. Oh, quelle vulgarité, une Porsche. Autre nouveauté, les tourtereaux quittent le château ancestral, assoiffés d'indépendance, en quête d'un manoir bien bourgeois où ils pourront réciter leurs Ave Maria avant de procréer dans l'obscurité. Enfin, la version classique de la femme de 2011. 98% de la population. Dans cette immense tranche de la population féminine, il y a un bon tiers de lesbiennes, bisexuelles occasionnelles, célibataires en turci, femmes avec enfants désirés conçus avec des géniteurs consentants ou pas. Ces personnes n'ont rien à battre de décoter un gugus. Elles échappent à nos affres existentiels, à nos travers, à nos comportements. Heureuses femmes. Grâce à elles aussi, l'extinction progressive de la race humaine est en ordre de marche. Chouette, non? Même pas attendre un hypothétique météore pour nous anéantir. Reste dans cette tranche la femme à la recherche d'un mec. Aujourd'hui, qu'attend-elle? Que cherche-t-elle? C'est enfantin. Elle attend tout et son contraire. Son cahier des charges, à elle, est extensible à souhait, évolutif, malléable, versatile. L'homme de ses rêves doit occuper un poste avec un titre brillant, endosser des responsabilités, être pété de thunes.
En revanche, il doit être disponible à tout instant pour elle, répondre à ses courriels, ses textos, dans la minute qui suit, sous peine d'être soupçonné d'avoir une maîtresse au travail, puisqu'il bosse, ou dans chaque port, puisqu'il se déplace. Il doit pouvoir repliquer à la maison de rechef, ne pas bosser tôt, ni tard, ni le week-end. Il doit être beau, fort, sportif, mais sans passer des heures à se bichonner, sans gaspiller son temps dans les salles de sport. Il doit avoir les goûts de madame, s'occuper des tâches ménagères si possible à 100%, ou avoir assez d'argent pour payer une femme de ménage, une jeune fille au père, mais que des moches, hein, sans danger. Jalousie quand tu nous tiens. L'homme doit être à son écoute, mais il ne doit pas parler de ses problèmes. En fait, le mâle ne doit pas avoir de problème. Il doit être solide comme un roc, fort pour elle, une épaule sensible et compréhensible. Il doit la faire rire quand c'est le bon moment. Quand le déterminer, vaste question. Il doit la consoler, la sortir, la gâter, la traiter comme une princesse, même s'il n'en a pas les moyens. En résumé, dans la vie, comme au lit, l'homme doit satisfaire les lubies, les desiderata, les périodes de paix, les scènes de gueule, sans rien attendre en retour, sans rien exiger. Sur ce dernier point, il sera servi, il n'aura rien. Quand je vous disais que c'était vachement simple une femme de nos jours, tout le monde peut être Superman, Bill Gates, Brad Pitt et le prince de Monaco en même temps, c'est bien connu. Vous avez remarqué, j'ai cité 2 personnages de la jet set, dont un acteur, un type milliardaire inaccessible et un être de fiction. Eh bien le voilà le cœur du problème. En 1901, la femme comparait sa vie familiale avec celle de ses voisines de ferme, voire de maisons ou de bâtiments dans les grandes villes. En 2011, la femme compare son mec à ce qu'elle voit à la télévision, sur Internet, voire même à des personnages de fiction. Ah, si mon mec était comme le docteur machin de la série Z, ou comme l'avocat truc du feuilleton X. Comment voulez-vous que les hommes soutiennent la comparaison, hein? Vous ne savez pas? Et moi non plus. C'est pour cette raison que j'ai jeté l'éponge à plusieurs reprises, toujours plus vite. Ah, je vois poindre un embryon de réflexion. Tu n'avais qu'à devenir médecin ou avocat, Eric. Tu aurais de l'aura. Chère lectrice, voici venir le temps. Des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est toujours le printemps, non? Voici venir le temps de ma digression sur la société. Quand j'étais gamin, je voulais devenir médecin. Mes notes en mathématiques et en sciences naturelles, ainsi qu'un labin zigouillé et déshabillé par mon père, on en décidait autrement. Et tant mieux. En 1970, le médecin se nimbait d'une aura d'enfer. En 2011, les généralistes se prennent des caillasses quand ils œuvrent en cité. Les spécialistes tels que les gynécologues, accoucheurs, pédiatres, échographes, chirurgiens disparaissent par centaines sous les coups de boutoir des procès à tire-larigot. La civilisation a détruit une profession, un sacerdoce datant de la Grèce antique, voire de l'Égypte ancienne. Les femmes préfèrent les crétins des émissions de télé-réalité, de la jet-set, aux hommes qui sauvent des vies. Moi, je comprends pourquoi certains mecs deviennent gays. La modernisation de la société, des mœurs, des habitudes, tout ce changement a été si rapide, si expéditif, que nous autres, les hommes, nous avons loupé des épisodes. Je fais pourtant partie de cette génération de type autonome en tout point, tenu d'une maison, des comptes, des problèmes administratifs, du boulot, sens du partage inégal même. Genre je préfère faire plutôt que cela soit mal fait par une autre. Éducation des gamins aussi. Avec l'élévation du niveau de vie, l'intellectualisation des métiers, je n'ai pas acquis le côté manuel et débrouillard de la bricole de nos aïeux. Mes ex-compagnes peuvent me reprocher de ne pas avoir été assez à l'écoute. Mais nos grands-pères et nos pères, ils écoutaient quelque chose, eux? Que dalle! Moi, je me souviens de mes grands-parents. Hein. Mes grands-pères, c'était pas le genre à tendre l'oreille. Nous avons fait un bout de chemin par rapport à eux, mais apparemment pas assez vite par rapport aux attendus de ces dames. Pire, nous sommes bien plus soumis au stress que l'étaient nos ancêtres de 1901. Stress des transports, stress du chômage, peur de l'échec, de la mise au placard, de l'obsolescence, des agressions. Baignade dans les ondes de tout type pour couronner le tout. Les femmes subissent les mêmes indispositions depuis qu'elles ont accédé au travail. Stress au travail et stress à la maison. Difficile pour un couple de s'épanouir dans de telles conditions pourtant indispensables. Eh oui, vitaux les 2 salaires dans le foyer. Un troisième d'appoint financier n'est pas exclu tellement le coût du logement et le coût de la vie sont devenus prohibitifs. Attention à ne pas confondre l'élévation du niveau de vie et le coût de la vie. Bref, nous les mecs, plus nous en faisons,
plus nous sommes à côté de la plaque. Moins cela suffit, moins cela convient. Les femmes se masculinisent et nous jettent pour rester entre elles à rêver de bellâtres inaccessibles, faits de carton et papier glacé, en se lamentant sur leurs conditions, leur incapacité à trouver le mâle parfait. Eh bien soit, bien fait pour elles. À force de rêver de caviar et de pas bouffer, on finit par crever. En résumé, la femme de l'année 2011 n'est pas bien barrée pour dénicher l'oiseau rare à sa convenance, et pour une raison universelle et bête comme chou. Elle exige ce qui n'existe pas. La quête du Graal, la Sainte Vierge, le politicien non véreux, le patron humain, le monstre du Loch Ness. L'inventaire à l'après-vert. Le principe d'un inventaire à l'après-vert, c'est de balancer les idées les unes après les autres, sans les regrouper par thématique. Bah oui, c'est la méthode pour ne pas se faire chier, et après tout, après en avoir bavé pendant presque 30 ans avec la jante féminine, dont des jantes larges, si, je ne vois pas pourquoi je me ferais chier à faire les choses bien pour ces dames. Donc je m'adresse à toi, chère lectrice, unique faite pour moi. Unique, oui, un cahier des charges implique au maximum une élue. Débrouille-toi pour trier mon petit bazar qui va suivre. Allez, c'est parti mon kiki. La couleur des cheveux. Horreur, il commence par le physique. Ah ça c'est bien un mec. Oui, je confirme. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose, et autant bâcler ce qui m'intéresse le moins, le physique de la dame. En effet, à la lumière de mon expérience passée, on peut dire que je ne suis pas exigeant en la matière. Alors si tu es blonde, je te conseille de fermer le présent document et de renoncer à faire de moi ton compagnon. Les blondes, c'est bon, j'ai donné. 3 blondes, 3 planches à repasser en communication, au lit, en sincérité, en logique, en complicité. Désolé, mais vraiment, les brunes m'ont laissé de meilleurs souvenirs. Donc si tu arbores un casque d'or à la Marilyn Monroe, t'es grillé. De même que si tu es brune et que par mégarde tu te fais des mèches blondes, c'est que tu le fais exprès, tu cherches à mentir et c'est mal. Si tu es blonde et te teins en brune, c'est aussi un vilain mensonge, et je n'aurai pas à déterminer si ton nez de Pinocchio s'allonge, ce sera la porte directe. Je précise que si tu es châtain foncé à brun corbeau, c'est pas gagné pour autant, mais tu as le droit de passer à la prochaine étape. Vous allez me dire, il a oublié les rousses, les superbes rouquines. Statistiquement, il n'a pas pu en connaître. Ben si, justement, j'ai connu une blonde tendant sur le roux. Une rousse, c'est une blonde dont la couleur a mal tourné, et dont les aisselles ont une odeur de mal tourné aussi. Et je parle par expérience. Exit les rouquines, non mais... En résumé, D1, brune. La longueur et la nature des cheveux. Je m'en pose des questions. Ah, bon, je vais pas me débider à la deuxième caractéristique venue. Alors, d'un côté, je déteste trouver des cheveux longs dans la soupe, dans la salle de bain, dans mon plumard, dans ma bouche, sur mes fringues. Les cheveux longs sont compliqués à entretenir. Ils incitent la femme à squatter la pièce d'eau et en faire son quartier résidentiel exclusif. Les tifs à rallonge produisent plus de pellicules que leurs homologues vivement au ras du bonnet. Ils impliquent des soins appliqués dévorant le planning de la dame et par voie de conséquence celui du monsieur. D'un autre côté, une femme à poil roi, ça me fait penser à un teckel, et je n'aime pas ces traces de clébard hargneuses comme un politicien. Bon, à la rigueur, Demi Moore dans G.I. Jane, j'admets. Néanmoins, une magnifique chevelure taillée en papier de verre gros grain, avec sauvagerie, brutalité, c'est du pur gâchis. C'est idéal pour l'entretien, rapide au brossage, peu coûteux chez le coiffeur. Seulement, j'aime bien chez l'autre ce que je n'ai pas moi-même. Oui, suite à un contentieux financier et loyer impayé, mes cheveux ont été virés de mon crâne. Sans commentaire, s'il vous plaît. Et puis il y a les couettes. Ah nom d'un chien, les couettes. Je craque si une femme sépare son épaisse toison en deux et les isole par des parties égales avec 2 élastiques, 2 barrettes ou 2 chouchous. C'est con, hein? Bah oui, dites-le, c'est grave con, mais j'aime ça. Alors, S1, suggestion numéro 1. Bon, si tu as des cheveux bruns, assez longs pour faire des petites couettes, les cheveux assez volumineux, bouclés, avec des boucles ça le fait mieux, tu vas gagner 10 bons points, soit une image. Suggestion numéro 2. Si tu possèdes l'encyclopédie des couettes de la préhistoire à nos jours, tu emportes un bonus. M1. Maladresse numéro 1. Si j'estime que tu dois te faire 3 shampoings de suite le jour de notre rencontre, tu retournes à la case départ sans toucher 20 000. Maladresse numéro 2, M2. Si pour toi les nattes
tresses et autres billevesées capillaires sont assimilables aux couettes, tu perds tous tes points. Enlève ta perruque, je sais que t'es blonde. La morphologie générale est tout ce qui va avec chez la femme. Bon, je vais pas passer un siècle sur le physique et détailler tout ce que j'aime ou tout ce que j'aime pas en y consacrant un chapitre à chaque fois. Le plus simple, c'est de commencer par l'aspect global et ensuite d'aller de la tête aux pieds. Alors, une femme, pour moi, doit avoir des formes de femme. Donc, rédhibitoire numéro 1, R1, les limandes où seuls jaillissent ou saillissent d'ailleurs les os de sèche, très peu pour moi. J'ai testé l'anorexique et définitivement c'est non, je ne peux pas. Et si j'étais aveugle, ce serait pire. C'est le toucher qui me révulse. Rédhibitoire numéro 2, R2. À l'opposé, si je me heurte à la gelée infâme et informe que nos amis anglais cuisinent pour le dessert, j'aurai tout autant de mal. N'étant pas sportif, je n'ai pas envie d'entreprendre l'ascension du mont Everest, ni par la face nord, ni par la face sud, en m'agrippant aux bretelles du 150 bonnet M pour ne pas me casser la tronche. Donc, pas de femme au poids supérieur au mien, soit 109 kilos. Entre ces extrêmes, la palette des morphologies est étendue, non? Demande numéro 2, D2. Ce serait bien de ne pas excéder 176 cm sous la toise. Couette non incluse. Je coince un peu avec les grandes, c'est mon côté vieille génération. En cas de centimètres excédentaires, se placer sous une armoire normande et patienter. Rédhibitoire numéro 3, R3. Alors les yétis à touffes divers et éparses, burk. La pilosité pour moi ça se limite aux cheveux, aux cils et aux sourcils. Pour le reste, vous sortez vos rasoirs, votre cire, vos lasers et vous exterminez le poil. Bon, la tête maintenant. Bon ça serait bien quand même qu'il y ait une tête pour vivre, hein, même si j'ai croisé des spécimens étêtés et cervelés au cours de mon existence. Si, je vous jure, on peut vivre avec un quotient intellectuel de l'étoile de mer, 0. Bon moi, je m'intéresse à deux choses sur le visage, les oreilles et les dents. J'aime les petites oreilles bien proportionnées collées correctement. C'est marrant, hein? Quant aux dents, j'y accorde une importance révélatrice. Leur entretien est à l'image du corps restant. Des dents pourries, un corps négligé. Simple comme bonjour. Pour les yeux, si on pouvait éviter le bleu pour ne pas me rappeler mes ex-femmes. J'aimerais bien le violet exceptionnel d'une ex-collègue, mais faut pas être exigeant comme tout, hein. Si? Je peux? Allez, je résume. Pour la tête, M3, maladresse numéro 3. Dents pourries et mauvaise haleine vous vaudront un abonnement chez le dentiste et chez Rénovémaille pour la blancheur. Des points en moins, mais c'est rattrapable. Suggestion numéro 3, S3, des yeux couleur améthyste. Il n'y a pas que les femmes qui aiment les pierres fines. Un point de bonus au Cara. Le reste du corps, à vrai dire, je m'en tape un peu. Même si certaines parties se singularisent chez la femme. Je vous fais un dessin? Oui, non? Il faut quand même avouer qu'on est un peu tous fichus de la même manière. À quelques détails près, quoi. Pour tout dire, je n'ai pas d'exigence particulière. Sauf pour les pieds. Je suis sensible aux pieds et à leur forme. Et à leur odeur, ça va de soi. J'aime bien les petits pieds avec une jolie forme harmonieuse. Rédhibitoire numéro 4, R4. Donc pas de gros pieds infâmes façon godasse de ski, ni de pieds à la sauce ski de fond allongés avec des orteils qui n'en finissent plus. Ah. Suggestion numéro 4. Si tu as un petit tatouage mignon, original, pas le prénom de ton ex malheureuse, à un endroit stratégique, tu gagnes des longueurs d'avance. M4, maladresse numéro 4. Si tu as tellement de piercings qu'une fois déshabillé, tu ressembles à une passoire, ou que tu as confondu tatouage et bande dessinée sur ton corps, tu viens de perdre ton maigre capital de points. C'est ballot, hein. Autre point, la propreté. Ce point vient d'être suggéré dans les paragraphes précédents, comme une sorte de fil rouge. Je suis intransigeant sur la propreté. Lectrice du présent document, je peux imaginer votre double surprise. 1. Les mecs, français de surcroît, n'ont pas une réputation de personnes à cheval sur la savonnette. 2. Les femmes s'imaginent propres avec une douche par jour. Eh bien, vous êtes loin du compte, mesdames. De ma vie, j'ai gardé de vilains souvenirs olfactifs familiaux.
Mes narines ont souffert dans les transports en commun parisiens. Les passantes puant de bon matin, cela dépasse ma capacité de compréhension. Un pain de savon, ça vaut que dalle. Un gant, de la flotte et on astique, c'est pas sorcier. Moi, quand je porte du matériel informatique très lourd, et que je transpire, je file au lavabo rincer mes fringues parce que la surfraîche m'insupporte. En fin de journée, les odeurs risquent d'apparaître. Donc je comprends d'autant moins comment elles peuvent être tenaces au petit matin. Avec moi, la règle est simple. Exigence numéro 1, tu sens bon en toutes circonstances. Point barre. Si tu as la maladie du coton-tige, de la douche, que tu écumes le rayon Dove, Ushuaïa et Tahiti Douche, tu continues bille de déodorant en tête. Nouveau point. Les prénoms. Enfin, comment cet auteur peut-il exiger une rubrique sur les prénoms des femmes? Bah parce que c'est moi qui écris, non mais je fais ce que je veux avec mes nouvelles et mes romans. Bon, je n'ai pas d'exigence particulière sur les prénoms, mis à part que ce serait bien d'éviter Isabelle et Sandra, rapport à ce qu'elles m'ont coûté en frais d'avocat. Des personnes associées à tel ou tel prénom nous laissent parfois des souvenirs désagréables, et au hasard des pérégrinations, d'autres relations gomment quelque peu ces premières impressions désastreuses. Alors j'ai pas vraiment d'a priori, mais bon, faut quand même avouer que Germaine, Gertrude, c'est pas tip top. Mais j'ai quand même connu les plus torrides instants avec une Arlette. Comme quoi... Suggestion numéro 5. S5. Si vos parents vous ont affublé d'un prénom exotique, original des îles, de l'extrême-orient, des Indes, d'une tribu d'Indiens d'Amérique, d'Inuits ou je ne sais quoi, un prénom résonnant comme un poème, une ode à l'amour, un point dans la musette pour vous. Je vous laisse imaginer, faites travailler vos méninges. Abordons maintenant l'immense partie des défauts. Alors attention, je vais vous narrer la kyrielle des défauts que je déteste sur une femme, chez un être humain en règle générale. Pas des défauts que je rêve les voir s'affubler. Encore que, je verrai, peut-être qu'une rubrique à accès sécurisé par empreinte vocale, rétinienne, digitale, palmaire, pédestre, dentaire révélera mes fantasmes de la bad girl. Méchante fille en vieux français. R5, rédhibitoire numéro 5. Le mensonge. Alors là, pour moi, dissimuler, se taire, dévoiler partiellement, dévoyer, se défausser sont les constituantes indissociables du mensonge. Je hais le mensonge sous toutes ses formes. Je suis un indécrottable franc-parleur, sincère, incapable de mentir, et j'exige la même chose. Trop de fois, j'ai subi des mensonges ou des vérités approximatives sur des sujets importants, voire graves. Que ce soit dit, écrit et accompli. Si tu mens, tu dégages. Pas de pardon, pas de pitié. C'est mon cahier des charges. L'unique cachotterie admissible, c'est pour préparer une surprise. R6. Rédhibitoire numéro 6. Le racisme. Moi, j'aime toutes les couleurs, tous les gens. Je n'aime pas les cons, c'est tout. Peu importe leur nationalité, leur couleur, il y en a partout. Voilà. Partant de ce principe-là, le racisme ne doit pas exister. Généraliser un comportement extrémiste d'individus à toute une nation ou une race, c'est débile. Faites pas chier avec ça. Je tiens à avertir parce que les femmes racistes, ça existe bien plus qu'on ne le croit, en plus. Je ne citerai pas de nom, mais elles se reconnaîtront. R7, rédhibitoire numéro 7. La paresse. Chez moi, j'ai l'habitude de me taper le ménage, les courses, la cuisine, la vaisselle, le petit bricolage, la lessive, le repassage, les récupérages en tout genre, que je sois en couple ou pas. Additionner le tout à des bonnes journées de boulot, aux activités, âneries et devoirs de mon gamin, avec le sourire. Alors, les femmes actives qui se plaignent pour un bout de vaisselle, je digère pas. On peut paresser ensemble, on a le droit de ne pas bouger lorsqu'on est souffrant, et même de se faire choyer par l'autre, mais sinon on partage les tâches. J'en connais qui ont essayé de truquer cette règle en participant au début, comme pour ferrer le gros poisson. Ensuite elles ont joué à la reculade pour me laisser m'embourber dans toute la tenue de la maison, y compris lorsque j'étais alité, malade. C'est de la tromperie, et donc assimilable au mensonge. Exit. Rédhibitoire numéro 8. R8. L'avarice ou la folie dépensière. Dans la vie, je me considère comme quelqu'un d'économe, qui fait gaffe à toujours avoir de l'avance,
suffisamment pour parer aux catastrophes de l'ampleur d'une voiture en service pour de bon. Pas une Porsche 911 tout de même. Je suis capable de coups de folie pour faire plaisir ou me faire plaisir, comme de périodes où je mets tranquillement de côté en me serrant la ceinture. Tout est relatif étant donné mon tour de taille. Quand chaque membre du couple possède ses propres activités rémunérées, il coule de source que tout le monde doit passer à la caisse pour les dépenses. Pour reprendre des exemples d'une actualité d'une extrême fraîcheur, une certaine personne dépensait au bas mot 25% de son salaire et se mettait 75% dans ses réserves, tandis que je me tapais 90% à 100% des dépenses du ménage. Elle ne sortait jamais sa carte bancaire pour le moindre loisir, ou alors après moult réclamations. Elle payait les courses à condition de les faire dans les discounts. À l'inverse, une autre personne, sans le moindre sou apparent, claquait son pognon virtuel et encombrait le maigre appartement de nos monceaux de fringues, de cosmétiques, gardant les emballages, incapable de se séparer du moindre objet, tout en étant aussi incapable d'investir dans des biens choisis en commun. À mes yeux, un couple sait se faire plaisir. Il cherche la complicité, il consomme le présent, il choisit ce qui composera son passé et se projette dans l'avenir. Je le précise parce que ces notions basiques, ancestrales, ne semblent plus d'actualité de nos jours. Alors si vous cherchez un tiroir-caisse pour vous constituer un musée à moindre frais, un pigeon qui épongera vos dettes, ou vos dérobades, n'ouvrez pas vos valises, refranchissez le seuil de la maison en sens inverse et retournez dans votre univers égoïste. Et non, je ne rembourserai pas vos frais de parking pour être venu me rencontrer. R9, rédhibitoire numéro 9. Le mépris. Des quantités de femmes, et d'hommes aussi, ce n'est pas une exclusivité féminine, sont hautaines avec leurs semblables. Elles méprisent les hommes pour leur allure, leurs vêtements, leur physique, voire même pour leur nom. J'évolue dans un milieu professionnel où ce type de femme, dotée ou à la recherche de particules nominatives, exècre les hommes sans nom, sans rang. Elles considèrent les mâles selon leur titre, leur responsabilité, leur compte bancaire. Les autres, elles les méprisent. Fort bien qu'elles continuent à mépriser et qu'elles jettent le présent document. Une femme qui jugera ses relations de cette manière n'a même pas à m'adresser la parole. Pas la peine d'essayer de me blouser en me faisant les gentilles au début, j'ai le pif pour repérer les simulatrices. Dans ce domaine d'ailleurs, et dans bien d'autres. R10, rédhibitoire numéro 10. Les vices. Les vices cachés. Ah ben, pas celui du moteur, mais les vices qu'on peut avoir. Créature alléchée par ma personnalité ébouriffante, recense tes vices et compare-les à la liste ouverte qui suit. Fumeuse, ça pue, ça pollue. Droguée, impair, passe et manque. Joueuse impénitente, si ça te démange, tu te grattes. Un loto désespoir par semaine toléré. Alcool, ne jamais dépasser la limite de la contenance de l'estomac, l'œsophage et les dents du fond. M5, la maladresse numéro 5. Il s'agit de la jalousie. Qu'une femme tienne à son homme, et vice-versa, c'est normal. Qu'elle joue les vigies lorsqu'une autre donzelle vient piétiner sur ses plates-bandes en le draguant ouvertement, pourquoi pas? Je suis une personne fidèle à mes engagements, même si c'est la bataille rangée tous les jours. Donc on se fait confiance, sinon ça coince. Alors les jalouses de tout poil qui trouvent indispensable d'être glaciales, désagréables avec mes rares amis, elles prennent leurs réflexions et se les logent dans la culotte. Ensuite elles vont boire un milkshake allégé chez Ben & Jerry's. Voilà, j'ai placé la publicité de mon contrat publicitaire. Donc, exit les jalouses, c'est vraiment lourd. Avec cette maladresse prend fin la liste des défauts rédhibitoires. Attention, si vous êtes affublé de tares que je n'ai pas mentionnées, vous n'êtes pas sorti d'auberge. Je me réserve le droit d'amender ma constitution et de refuser n'importe qui, que cela soit entendu. Mais globalement, je n'ai pas été très exigeant, non? Je suis plutôt cool finalement, hein? Non? Allez, ne gâchez pas votre plaisir. Les qualités maintenant. Attention, nous entrons à présent dans une nouvelle contrée mystérieuse, attirante comme les lumières de Las Vegas. L'univers des qualités féminines que je suis en droit d'espérer. Vous vous attendez à une mégalopole de qualités, persuadé de ma mégalomanie. Que nenni! De la compagne idéale, je n'ai que 3 exigences. Eh oui, et jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré une seule personne qui réussisse à réunir les 3. Effrayant, n'est-il pas?
Serait-ce à dire que les dames n'ont pas la moindre qualité? Ou bien aurais-je trouvé 3 qualités totalement farfelues à imposer dans mon cahier des charges? Je vois poindre certains sourires parmi les lectrices. Au hasard, Mélane, me soupçonnant d'avoir déniché le trio de vertus bibliques ou extraterrestres. Examinons-les sans attendre, vu qu'on est un peu là pour ça. Exigence numéro 2. La franche communication, la franchise. Je ne crois que je ne le répéterai jamais assez à mes ex, mais le non-échec d'un couple passe par la communication. Je n'ai pas la recette miracle du succès du mariage éternel, genre noce de diamant ou de chêne. Sinon je serais pas là à déballer mes griefs et mes réclamations. Mais je peux affirmer que sans dialogue, sans volonté d'expliquer, d'écouter les autres, un être humain va à sa perte. Alors oui, je le conçois, je ne suis pas un modèle d'écoute. Je suis même plutôt du genre à déballer mes soucis aux oreilles des autres. Je ne suis pas une référence dans la forme de mon expression écrite et surtout orale. Je suis ironique, sarcastique, je critique. Mais il y a un énorme mais. Je suis la franchise brutale incarnée. Je m'emporte, je m'excite comme une puce. J'ai des coups de sang et je déballe le fond de ma pensée sans embâge. Bref, si même je le fais très mal, je communique, je ne mens pas. Je joue le jeu de la communication. Je ne dis pas que quelquefois je suis si ulcéré, si malheureux, si atteint, que je tente de garder les choses au fond de moi. Je me ferme comme une huître de marraine Oléron. Entre nous soit dit, ce sont les meilleurs. Ce point n'est pas discutable et en cas de contestation de cette affirmation, il sera procédé à une séparation de corps et de biens, surtout de corps par étage de la compagne pas idéale. Non mais... Mais chez moi, ça finit toujours par ressortir comme un vomissement, et il n'y a plus qu'à trier les gros morceaux. J'attends des autres de la communication. Je me fiche que l'autre dialogue comme moi, qu'on se frite parce qu'on s'exprime mal, qu'on défende bec et ongle son bout de territoire comme un morceau de bidoche entre fauves du moment qu'on le dit et qu'on ne le tait pas. Jusqu'à aujourd'hui, dans mes relations amoureuses, j'ai rencontré peu de personnes ayant la communication à tout prix en tête. Et quand bien même elles l'avaient, elles renonçaient à en faire usage face à la force et à la violence de mes tempêtes extérieures. Et moins elles en faisaient usage, et plus mes tempêtes de révolte face au silence augmentaient en nombre et en force. Il n'y a pas à tortiller du cul comme un boxeur sans queue. Il faut m'affronter et me parler. L'autre volet implicite de mon exigence, c'est la franchise. Il ne faut jamais hésiter à me balancer la vérité toute crue et à la justifier. Même si je réagis en boudant, en me fermant, dites-vous bien que la vérité fera son ouvrage en moi comme un sérum antipoison, plus ou moins lentement, et qu'une fois que j'aurai pris conscience de mes erreurs, de vos raisons, je saurai revenir vers vous en vous présentant mes excuses, en reconnaissant mes torts et en me faisant pardonner. Oui, vous avez bien lu. Quand j'ai tort, je le dis haut et fort. Bon, ça arrive pas souvent, hein. Faut pas exagérer non plus. Nous ne sommes pas là pour parler de ma légendaire mauvaise foi. Soyez franche et balancez en permanence ce que vous pensez, en revêtant une armure, un parachute, une combinaison nucléaire, biologique, chimique, bref, tout ce qui peut vous protéger. Je sais, c'est tendu de vivre comme ça, face à un volcan susceptible d'exploser à tout instant, quand on le titille. Mais sans volcan, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Exigence numéro 3, l'intelligence. Oula, il augmente les exigences. Voilà que l'auteur de ces lignes nous demande de passer un test de quotient intellectuel et de remplir un questionnaire de culture générale. Non, je m'explique. J'attends d'une consoeur de galère l'intelligence du cœur, la capacité à raisonner en toutes circonstances pour embrasser les choses de la vie. Il n'y a rien de graveleux dans cette phrase. Sa capacité à comprendre les situations sans que je sois contraint de prendre le relais à chaque fois. Là encore, mon exigence peut paraître très saugrenue, mais jusqu'à présent, je suis tombé sur des fainéantes de la vie qui me laissaient me dépatouiller là avec les merdes, faisant preuve d'incompréhension, d'absence d'intelligence ou d'une intelligence machiavélique les poussant à faire semblant de ne pas comprendre et à me laisser me démerder. Être intelligente, c'est chercher à comprendre, y compris à me comprendre, à anticiper et non à laisser les catastrophes arriver, les situations s'envenimer et à me laisser plâtrer ensuite. L'intelligence, c'est démontrer chaque jour sa volonté de raisonner à deux ou en famille lorsqu'il y a des enfants, pas à jouer en solitaire en permanence. J'espère être clair sur ce point-là. Si je devais faire passer un test, ce serait pour mesurer le quotient émotionnel d'une personne. Je n'ai lu que des individualités dans les regards qui se sont arrêtés sur moi, rarement de l'émotion, et encore moins une intelligence sincère.
et les faits m'ont donné raison d'avoir douté. Purée, d'un coup, là, le ton de mon récit s'est aggravé comme pas possible. Sérieux, le mec, grave mortel. Bon allez, je m'en vais égayer tout ça en ajoutant une demande. Si, j'ai le droit, je fais des avenants dans le contrat, même avant la fin du contrat. C'est moi qui écris, alors poète poète. Demande numéro 3, D3, la culture. Bah quoi? Je demande, on sait jamais, des fois qu'il y aurait une dame cultivée intéressée par moi. Attention, hein, je n'ai pas exigé pour me laisser une microscopique chance d'en découvrir une de dame. Eh, pas fou, hein, je ne veux pas réduire à zéro le nombre de candidates alors que le cahier des charges est à peine entamé. Un frisson de terreur parcourt votre échine. Il a à peine entamé son cahier, oh malheur. Dans mes aspirations diurnes et nocturnes, j'imagine pouvoir parler d'autre chose que de la météo, des potins mondains et de la mode. Je n'exige pas de murmurer les bases de la physique quantique sur l'oreiller, ni d'aborder au petit déjeuner la possibilité d'utiliser les sursauts gamma pour dépasser la vitesse de la lumière, et encore moins de débattre de l'introduction de nanomachines dans les céréales pour améliorer le transit intestinal lors d'une promenade romantique en bord de plage. Non, je demande juste à pouvoir apprendre d'une personne et partager ce que je sais, échanger, avoir des discussions sérieuses parfois. Je demande pas la lune, hein? Si? Ah bon? Oh mince alors, vous êtes pas comiques les filles. Hein. Exigence numéro 4, E4. L'amour inconditionnel. Mais il est fou lui. Comment se fait-ce qu'il demande à être aimé dans un cahier des charges de la compagne idéale? Certaines lectrices vont se dire, ah, c'est évident que l'on doit être aimé, sinon il n'y a pas de couple. D'autres vont réagir comme suit. Mais il est gonflé d'exiger de l'amour. C'est déjà bien si une femme lui adresse la parole à ce chien galeux. Bah oui, tout le monde ne réagira pas de la même manière. Il y aura tout un panel de nuances entre ces deux réactions extrêmes dans laquelle chacun se reconnaîtra. L'amour. Ça peut paraître stupide de réclamer d'une femme qu'elle soit totalement et profondément amoureuse de moi, mais je vous assure que ça n'a rien de farfelu. Là encore, ma maigre mais longue expérience a parlé. Pour commencer, 100% des ruptures de ma vie ont été réalisées à mon initiative. Ces initiatives ont pris différentes formes. La plupart du temps, face à un constat de ma part, j'ai proposé la séparation définitive, qui a été acceptée à la vitesse de l'éclair pour les plus franches, les plus pressées de partir, ou acceptée au bout de 10 minutes, de fausses révoltes pour les plus simulatrices. Aucune ne tenait à prolonger ces situations. Édifiant, n'est-il pas? À ma décharge, j'ai un caractère de merde, oui, on peut le dire, oui. D'où la tolérance effritée, plus ou moins à grande vitesse, de mes compagnes successives. Ma dernière rupture a pris une autre tournure. Voyant que la relation était morte-née, dans l'impasse la plus sombre, vouée à une déchirure à côté de laquelle les simulacres des footballeurs ne sont rien, j'ai pris le parti de pousser le bouchon un peu loin, Maurice. Je n'ai pas dormi une nuit avec elle. J'ai pioncé en fait dans une autre chambre de mon palace. Je ne me suis pas excusé le lendemain matin. Eh bien, sans attendre mon atterrissage au bureau, elle a vidé l'appartement de ses affaires, des objets achetés avec ses deniers, des 2 € écrits tu mets toi à la page. Elle a même pris la nourriture qu'elle avait acquise et elle est repartie tout droit dans sa province natale, soi-disant pour faire un break. Ouais, c'est bien connu. Tu déménages pour faire un break. Moi, je m'en suis réjoui en me disant que j'avais négocié la mort de cette histoire stérile sans trop de heurts. Après, je me suis dit que si elle s'était encore plus hâtée à foutre le camp que les autres, et que son amour pour moi était tout ce qu'il y avait de plus bidon. D'ailleurs, elle a cessé de m'adresser la parole suite à un voyage, et m'a remplacé en toute hâte. Grand bien lui fasse. Et oui, la constatation universelle de mes histoires, c'est l'amour bidon, les rapprochements pour de mauvaises raisons. Ma première ex-femme a même fini par m'avouer, au moment du divorce, après des heures d'interrogatoire serré durant lesquelles je m'astreignais à découvrir la vérité, le fond de sa pensée, qu'elle s'était mise en couple avec moi parce que j'incarnais une forme de sécurité dans la vie. Sous-entendu, j'avais assez de jugeote, de boulot et de pognon pour assurer la paix financière du ménage, même si elle travaillait et contribuait aux revenus familiaux. Ben ça, c'était dit. Quant à ma deuxième ex-femme, lors de notre rencontre, sa famille avait dit ne plus la reconnaître du tout. Elle semblait totalement transformée avec moi. J'aurais dû me méfier. Moi, j'ai cru que c'était grâce à moi, en toute modestie. Eh ben non, c'était pas grâce, mais à cause de moi qu'elle avait changé sa façon d'être. Et sa véritable personnalité a commencé à repoindre le bout de son nez peu après notre mariage, dès qu'elle est tombée enceinte.
Là, elle est redevenue le mur qu'elle avait été auparavant. Fin de ma croyance. Elle voulait se caser, rien de plus. Depuis mes premières amours, j'ai toujours eu des doutes sur la sincérité des sentiments des femmes, surtout sur la nature de leur motivation. Et puis, il y a eu l'épisode Nadine, lors de mes 17 ans au lycée. Elle a été l'unique passion de ma vie, j'ai pas honte de le cacher. Seulement, elle m'aimait pas. Elle n'avait juste pas su comment me dire non, et elle avait accepté par faiblesse. Ensuite, après une première rupture, elle avait eu pitié. Mais le mal était fait. Ma vie amoureuse n'a plus jamais été passionnée, j'ai toujours eu le doute qui s'est emparé de moi avec une célérité à géométrie variable. En réalité, il s'est insinué de plus en plus vite à chaque histoire, si j'accepte les très rares aventures survenues entre les divorces et mariages, en étant célibataire, je précise. 13 années de vie commune avec ma première femme, 9 années, dont la première année à distance avec la seconde, même pas un an et demi avec ma dernière compagne. Au rythme où cela s'épuise, m'est avis que ce n'est pas utile de bouger mon cul de mon fauteuil pour la prochaine candidate à l'enfer sur Terre. Mais bon, si je renonce à la page présente, vous allez stopper cette lecture enrichissante. Bon, si, c'est enrichissant pour moi, car je touche des droits d'auteur. Ah, je blague. Donc nous y sommes. Elle doit être amoureuse de moi, en toute sincérité. Elle ne doit pas avoir d'arrière-pensée de tranquillité, des pensées du style je me case, je suis à l'abri du besoin, il va élever mes gosses, oh il a une grosse bagnole, hein. Oh, on a échappé au pire. Il paiera mes dettes, etc. Ça signifie pas que je ferai pas toutes les choses que je viens de mentionner, bien au contraire. Pour le meilleur et pour le pire, cela reste la devise du mariage ou d'une union de fait à mes yeux. Mais si la dame idéale se pointe avec ce style de pensée en tête, je mettrai le temps nécessaire, mais je la découvrirai. Moi, ce que je veux, c'est une personne amoureuse, passionnée, qui se donne. Voilà, c'est pas compliqué. Après, il y aura ou pas alchimie. Je n'en sais rien, je suis pas devin. Encore que. Si cela ne se réalise pas comme ça, s'il n'y a pas une absolue sincérité, un amour inconditionnel, alors il ne peut et il ne doit y avoir de futur. Ça fout les jetons, hein, comment je cause, non? Bon allez, on passe à la suite. Des choses moins vitales mais néanmoins importantes. Point du métier et des dons de la compagne idéale. Si je m'arrête à mes vies passées, je serais bien tenté d'éliminer certains métiers et d'en valoriser d'autres. Je n'ai pas vraiment d'a priori, même si j'avoue qu'une femme flic, militaire, ce ne serait pas vraiment ma tasse de thé étant donné mon aversion pour les forces de l'ordre. Si elle est tueuse pour le KGB ou le Mossad, j'aimerais autant ne pas le savoir et ne pas courir en zigzag dans l'appartement lorsqu'elle s'énerve. De même, les inspectrices des impôts, je sais, il en faut, mais bon, faudra montrer patte blanche et éviter de me redresser autre chose que le moral et la tête. J'apprécie certaines professions comme les infirmières, les pompiers, les cuisinières, les masseuses et globalement toutes les professions qui ont pour objectif de soulager la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Ah, je vois des interrogations dans la foule. Si, j'ai cette capacité. En quoi les cuisinières soulagent-elles? Enfin, c'est évident. Manger est un plaisir, un instant de bonheur. Bon alors, je suis cool. Je n'exige rien comme boulot. Enfin, si, ce serait pas mal d'avoir un travail, parce que même si je peux subvenir aux besoins d'une dame, avec mes pensions alimentaires sur le dos, mon dernier petit bout un peu spécial comme Zébulon qui demande de l'attention, j'aurais du mal à entretenir une famille supplémentaire. En cette bonne année 2011, 2 salaires, voire même 3 parfois, valent mieux qu'un, et histoire d'avoir ses aises, et histoire de ne pas craindre le lendemain, de faire jouer la solidarité qui doit nouer de cœur. C'est vachement beau ce que j'écris, hein, je m'en ferai chier les dinos. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah, suggestion numéro 6. S6. Si la personne vertueuse de mes rêves est une artiste, une vraie, hein, pas un scribouillard comme moi, mais une peintre, une dessinatrice, une cinéaste, une musicienne, une sculptrice, une adepte de l'origami, une céramiste, une conceptrice de paysages fantasmagoriques, c'est précis, hein, ce serait un vrai bonus, avec plein de points. Et hop, ça c'est dit. L'idée c'est qu'il y ait des passions à partager, de l'admiration de ma part. J'admire les personnes capables de réaliser des exploits dont je suis totalement incapable, et dont je ne serai jamais capable, même avec 2 siècles d'entraînement. Point de la religion et de la politique. Alors, la compagne idéale peut embrasser la religion qu'elle souhaite, à 2 conditions. Je n'épouserai jamais sa religion, et sa religion doit être invisible à la maison.
Ça implique donc une discrétion absolue sur le sujet, l'impossibilité, ou presque, d'en parler, et bien entendu, si tu es une extrémiste religieuse de n'importe quelle confession, tu es prié d'aller faire un tour dans l'espace, voir si j'y suis. Moi, je suis athée, bien que j'ai été baptisé de force, contraint par ma mère d'avaler des couleuvres catholiques de mes deux. Je ne suis pas fermé à l'existence d'une entité supérieure, à l'idée de la réincarnation. Je crois même aux énergies des chakras, c'est dire si je suis ouvert. Seulement, la coercition avec moi à l'embrigadement, c'est même pas la peine d'y songer. Donc, en résumé, R11, rédhibitoire numéro 11, la religion exacerbée, non, Burke, poids. Quant à la politique, c'est le même traitement que j'applique. Je ne veux pas entendre parler des extrêmes et il est préférable de taire ses opinions politiques avec moi. Droite, gauche, milieu, je m'en tamponne de coquillard avec une poignée de crevettes avariées saupoudrées d'une rasade de gravier. Je n'ai qu'une conviction, l'écologie. Amateur. Je précise parce que les mouvements écologistes, politisés qui se mêlent de tout et n'importe quoi, ça me gave grave. L'écologie, c'est au quotidien que je l'applique, en limitant mes déchets, en recyclant, en donnant, en offrant ce que j'ai en trop, en roulant avec le pied léger, en investissant dans des choses économiques, des chargeurs solaires, des appareils à basse consommation, en gérant l'eau, etc. Bref, je fais gaffe à ma planète à mon niveau, et j'espère que tu en feras autant, sinon tu m'entendras à braire comme un bourricot. En résumé, R12, rédhibitoire 12, la politique, Burke, poids. Le point de la langue. Attention, dans cette section, je parlerai du langage, et non de l'appendice qui me sert à récurer mes assiettes. Il n'est pas faux d'imaginer que si la compagne de mes rêves ne parle que l'ouzbek des campagnes ou l'australopithèque antique, si c'est possible, la langue risque d'être fort une barrière infranchissable et pourrait entraver mes velléités de communication à tout va. L'idéal, c'est qu'elle parle un langage intelligible de ma part, allant du français très riche, des points de bonus si elle est écrivain, à l'anglais compréhensible par mes maigres souvenirs sans pratique. L'italien est accepté, bien que je ne l'ai jamais appris, dans la mesure où, à 4 jours à Venise, m'ont appris qu'il est possible de surmonter ce handicap. Je ne comprends pas plus de 10 mots de russe, mais j'adore. Ah, si seulement je le parlais. Sniff, éternel regret. Exigence numéro 5. Tu parles une de mes langues massacrées. Le français, l'anglais, à la rigueur l'allemand, ou au pire, avec les mains, en italien. Suggestion numéro 7, S7. Si tu parles un français impeccable, que tu te délectes d'italien comme une diva, que tu pratiques le russe mieux que Natalia Romanova des James Bond, et que tu nipponises mieux qu'un personnage de manga, tu marques plein de points de bonus. Par contre, si tu parles espagnol avec une mitraillette dans la bouche, tu perds tout. Le point du comportement. Qu'est-ce que j'entends par comportement ? Pas grand-chose, je voulais juste remplir un chapitre entier pour faire plaisir à mon éditeur inexistant. Non, je blague. Le comportement que j'attends d'une dame, c'est d'avoir des bonnes manières, d'être bien éduquée, de ne pas péter au lit, de ne pas rôter à table, de ne pas se tuer le nez, de ne pas se bouffer les ongles, de ne pas gueuler comme un putois au volant après les autres usagers de la route, de ne pas mettre ses pieds sur le bureau, de ne pas manger au lit en foutant des miettes partout. Toutes ces mauvaises habitudes me sont réservées en exclusivité. Il n'y a que moi qui fais piger. Non mais enfin, c'est vrai quoi, faut quand même pouvoir différencier l'homme, le beauf qui sommeille en moi, de la femme, créature ô combien fragile et précieuse. Il faut que la dame se comporte comme une dame, et me tense vertement sur mes mauvaises habitudes de vieux garçon. Ben oui, les vilaines habitudes qu'un homme recouvre lors de son célibat prolongé, d'au moins une semaine. Enfin, mesdames, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez forcément des exemplaires masculins dans votre entourage. Dans le style de comportement attendu, il y a la féminité. Attention à ne pas confondre la manière de s'habiller ou de s'apprêter, qui s'apparente à l'aspect physique dont je fais peu de cas. La féminité, c'est dans l'esprit. J'ai eu sur ma route des camionneuses reniant toute leur féminité dans l'âme, et je ne tiens pas à en recroiser. À l'opposé, il ne faut pas verser dans les extrêmes, et ne pas attendre que je joue systématiquement au chevalier protecteur, consolateur. Même si j'aime ça. Ah oui, je m'en refais pas. Hein. Et puis il y a une autre facette dans le comportement, la sociabilité. La sociabilité avec mon maigre entourage. J'ai une famille que je vois peu, voire pas du tout, de rares amis que je côtoie à distance, que je vois quasiment pas, des collègues qui ne dépassent pas les limites de l'entreprise.
Je suis une vraie bête sauvage, un pur geek, un sédentaire, un ermite, un casanier qui apprécie peu de sortir de son cocon rassurant. Alors, la moindre des choses, c'est de ne pas jouer à la difficile avec mon petit univers très restreint, ni de me brider les rares fois où je souhaite pointer mon museau hors de mon enclos. Ça fait assez bestiau sauvage comme ça, là, hein. En échange, la dame sera assurée d'une entière liberté, d'une totale autonomie pour rencontrer qui ça la chante, sortir, etc. Je ne suis pas jaloux, ni tenancier d'un centre pénitentiaire, ni indifférent à ses fréquentations, et j'ai confiance. Ça, c'est dit. Ah, petite note spéciale. Je suis aptaphobe, c'est-à-dire j'ai peur du toucher. Je suis aussi agoraphobe, peur de la foule. Paranoïaque aussi, suspicieux, détecteur de sincérité, écrivain, donc un peu schizophrène, excessif et bipolaire. Mon petit bout de chou souffre de problèmes de comportement. Autrement dit, ce serait bien que ma moitié soit équilibrée, histoire de ne pas fabriquer une famille foldingue. Donc, si je résume, j'attends. Alors, demande numéro 4, des 4, des sourires. Simple, non? Non? Ah bon? Bah trop tard, éliminé alors. Le sport. Ah, je fais un petit aparté sur le sport. Je déclare solennellement que ce n'est pas ma tasse de thé, même si j'ai pratiqué le judo, le rugby et le tennis. Pour moi, le sport, c'est grillé, étant donné que ma colonne vertébrale est une sorte de puzzle instable. Je me contente de yoga léger, un peu comme les yaourts allégés, quoi. Chère lectrice intéressée par ma personne, toi qui as poursuivi jusqu'ici, si tu es une immense sportive, une pratiquante assidue, forcenée, ça risque sérieusement de coincer avec moi. Sache que je ne te priverai point de ton sport, je suis pour la liberté du claquage, pour les courbatures, afin de pouvoir masser tes parties endolories. Bah quoi, on peut pas avoir de courbatures aux fesses? Ah bon, bah je croyais, enfin, autant pour moi. Néanmoins, si tu t'entraînes 50 heures par semaine, en sus de tes horaires de boulot, nous aurons du mal à construire une relation. Si tu tentes de me faire faire du jogging, courir comme un lapin pour avoir mes carottes, tu viens de passer en négatif dans ton capital de points. Suggestion numéro 8, S8. Tu es la reine du patin, sur glace, je précise. Tu emportes une bonne musette de points. Bah ouais, c'est plus fort que moi, j'adore le patinage artistique. Et si tu joues au curling, alors là je veux bien y jouer aussi. Chapitre sur les croyances et les goûts. Selon les croyances et goûts animant la candidate au bonheur absolu, ça va les chevilles, Eric? Les points de bonus ou de malus dégringoleront dans l'escarcelle. Si tu aimes l'ésotérisme, la voyance, la réincarnation, les médecines douces, le bien-être, tu marques plus de points que la France à l'Eurovision. Si tu es fan d'opéra, de jazz, de rap, de Pierre Boulez, de ces groupes qui insultent la France, tu sais quoi? Eh ben tu crois en des formes musicales à des années-lumière des notes qui me feront vibrer. Devine. Moins, 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 moins. Comment faut-il te le dire? Si tu aimes les descentes impromptues chez le pâtissier, tu es la crème qui me garnira. Oh, que la formule est délicate dans ce sens-là. Si tu te délectes de cervelle, de museau à la vinaigrette, de tripes à la mode de Caen, de morue frite, de tête de veau sauce gribiche, ça te gêne pas d'avoir la laine des égouts de Paris? Bark. Tu as compris le principe? Si j'aime et que tu n'aimes pas, ou l'inverse, bah ça coince, hein, c'est simple. En conclusion, vous trouvez que j'ai été exigeant? Hein? Non, pas trop, hein? Ah si, quand même, hein? Ah bon, ah, j'en ai trop demandé. Ah, c'est pour ça que je me plante à chaque fois. Ah bon, bah il fallait me le dire avant aussi, hein? Ah non, ah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et vous trouvez ça drôle? Ah oui? Bon bah allez, Zou, fini des exigences, place aux candidates. Le contrat en bonne et due forme. Vas-y, lectrice, fais défiler le présent document Word et cherche parmi les feuilles volantes éditées sur ta magnifique imprimante laser pulsant à 200 feuilles A4 à la minute. Bah y a rien. Pas le moindre contrat pour te porter candidate au titre de la compagne idéale. Mais comment se fait-ce? Ce satané auteur a-t-il trouvé chaussure à son pied entre le début de cet écrit et son achèvement? Un miracle du ciel lui aurait-il envoyé l'être parfait, le cinquième élément qui le compléterait, le remplirait d'amour? Ah que nenni, non? Personne ne peut convenir pour ce cahier des charges. Inutile d'attendre un quelconque retour. La campagne idéale, je le sais désormais, elle n'existe pas. Enfin, pas comme on se l'imagine. La campagne idéale, elle est toute petite, discrète, elle possède 4 pattes, une queue, une robe soyeuse, des yeux brillants et de fines moustaches. La compagne parfaite ne demande rien que de l'attention, des caresses,
des bons soins, une pâtée de qualité, une litière propre. En retour, elle soigne à coups de ronronnement, se pelotonne sur mon ventre, appelle la flatterie du menton, adore que je la cajole, que je la gratouille, que je la bisouille. Jamais elle me juge, jamais elle ne m'insulte, jamais elle ne complote dans mon dos. Peu importe mon humeur, mes soucis, elle se présente à moi sans arrière-pensée et me donne sans compter. Je n'ai qu'à tendre mes mains et je reçois. Comment ne pas donner en retour, hein? Bah oui, la compagne idéale, c'est une chatte. Alors les filles, ne luttez pas. Vous n'êtes pas de taille. À bon entendeur. Salut.